Le député de Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, ça me fait plaisir de prendre la parole sur le projet de loi C3. Ça va vous rappeler des souvenirs, Monsieur le Président, lorsque vous étiez président du Comité des affaires indiennes et développement du Nord. On avait déjà commencé à discuter de ce projet de loi ou de l'arrivée prochaine d'une loi pour modifier la loi sur les Indiens à l'article 6, loi qui est de loin, Monsieur le Président, probablement la loi la plus discriminatoire que le Canada a votée au cours du dernier siècle. Pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à parler de l'arrêt McIver de la Cour d'appel de Colombie-Britannique et pourquoi on en arrive aujourd'hui à vouloir modifier la loi sur les Indiens? Bien, Monsieur le Président, écoutez ça, là, parce que ça vaut à peine. C'est rare que je vais vous dire ça, là, mais en 1850, on a commencé à s'occuper des Indiens et, bien évidemment, à la façon du Canada. En 1850, la première définition législative des sauvages était inclusive. C'est pas moi qui le dis, là, Monsieur le Président. Il faut aller à l'acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des sauvages dans le Bas-Canada. OK? Statut du Canada, 1850, chapitre 42. Alors, c'est clair. On s'est approprié des terres des Indiens et c'est le gouvernement fédéral qui s'est décrété carrément fiduciaire. Sauf qu'il y en avait pas mal, des Indiens. Alors, il fallait trouver une façon pour qu'il y en ait moins. Et la façon qu'on a trouvée, c'est une loi de 1869 qui a instauré la première disposition en vertu de laquelle le mariage d'une Indienne, et je dis bien le mariage d'une Indienne à un non-Indien, entraînait une perte de statut pour la femme et ses enfants. Alors ça, là, l'homme, lui, conservait tous ses pouvoirs, conservait tous ses droits, alors que la femme qui épousait un blanc, appelons-le comme ça, perdait tous ses droits. Et c'est comme ça depuis 1850, Monsieur le Président. Et c'est en 1951 qu'on a enfin entendu parler, qu'on a tenté d'instaurer la règle de mère-grand-mère. Et là, je vais essayer de le lire délicatement, suivant laquelle une personne inscrite à la naissance perdait son statut et son appartenance à sa bande à l'âge de 21 ans si ses parents s'étaient mariés après l'entrée en vigueur de la loi sur les Indiens en septembre 1951 et si sa mère et sa grand-mère paternelle avaient acquis leur statut seulement par mariage. Traduction française de tout ça, Monsieur le Président. Pas compliqué. Un Indien qui se marie avec une Indienne, pas de problème. T'es un Indien qui se marie avec une Blanche, pas de problème. Mais t'es une Indienne qui se marie avec un Blanc, terminé. Tu perds tous tes droits. Dans la loi sur les Indiens, il y avait un article, l'article 67, qui disait que la loi canadienne sur les droits de la personne ne s'applique pas des réserves. C'est fort. C'est très fort, Monsieur le Président. Alors, ce projet de loi-là a fait en sorte qu'à compter du mois de juin 2011, la loi canadienne sur les droits de la personne va s'appliquer dans les communautés autochtones. Et le projet de loi C3 va venir s'ajouter aux droits qu'auront les femmes dans ces communautés autochtones. Alors, c'est quoi ça, l'arrêt McIver? Bien, l'arrêt McIver, Monsieur le Président, c'est pas compliqué. Parce que les grandes dates de toute la loi sur les Indiens, là, je vous ai parlé de 1869, je vous ai parlé après ça de 1951. Il y a une autre loi qui est aussi une autre date qui est aussi très importante. Après 1951, il y a 1985. En 1985, les libéraux, qui se pensaient fins, ont décidé, eux, d'introduire un projet de loi qui s'est appelé le projet de loi C31, qui a été adopté parce qu'à ce moment-là, le gouvernement avait une forte majorité et donc, en conséquence, il a fait adopter ce projet de loi et il est entré en vigueur en 1985.
Sauf que le projet de loi adopté, qui est le projet de loi C-31, ne réglait pas les problèmes et ne les a pas réglés, M. le Président. Alors, le projet de loi C-31 visait à éliminer la discrimination, à rétablir le statut d'Indien et les liens à la bande, soit le droit d'appartenance, à permettre aux bandes de contrôler elles-mêmes le statut de ses membres. Et là, M. le Président, la chicane a pogné. Parce que, comme dirait quelqu'un au Québec, le yaob est dans les détails. J'ai hâte de voir comment ils ont traduit ça. Il me semble que je vais le répéter. Le yaob est dans les détails. Le diable. J'ai dit le yaob est dans les détails, M. le Président, et non pas le diable, parce que c'est trop facile à traduire. Alors, donc, le yaob étant dans les détails, alors, ça a été vraiment exceptionnel parce qu'on n'a pas réglé le problème. Non seulement on n'a pas réglé le problème, mais on en a créé d'autres. Parce qu'on a permis aux bandes de contrôler elles-mêmes le statut de ses membres, mais ce faisant, par le projet de loi C-31, on donnait aux bandes un certain pouvoir, mais il fallait en faire partie. Et pourquoi être déclaré indien, M. le Président? Parce qu'il y a un concept extrêmement important. L'inscription au registre des Indiens est en effet la première étape, non seulement pour le statut d'Indien, mais surtout pour la reconnaissance par ses pairs dans la communauté. L'appartenance est un concept très important, puisqu'il permet le droit de vivre dans les réserves, de participer à la vie politique, par exemple l'élection du chef et du conseil de bande, de posséder une propriété sur la réserve et de partager les biens de la bande. Elle permet la reconnaissance de ses origines, de pratiquer sa propre culture. Monsieur le Président, c'est là le problème. Parce qu'en 1985, on a adopté le projet de loi C-31 et la chicane a pogné et Mme McIver est une de ces victimes-là. Mme McIver, dont on parle aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on est devant le Parlement et elle s'est rendue devant la Cour, elle a trouvé, et elle trouve encore, et je souhaite qu'elle le trouve longtemps, discriminatoire le fait d'avoir 2 poids, 2 mesures. Et les 2 poids, 2 mesures, Monsieur le Président, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est l'article 6.1 de la loi sur les Indiens, l'article 6.2 de la loi sur les Indiens et l'article 6.3 de la loi sur les Indiens. Traduction française, on reste pareil. Tu es une femme indienne, tu maries un Blanc, tu perds tous tes droits. Et le projet de loi C-31 n'a pas réglé ce problème-là, Monsieur le Président. Il a continué. Mais là, lui, il fixait une limite. Donc, si tu es né avant 1951, bien là, tu as le droit. Mais après, tu n'as plus le droit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mme McIver est allée devant la Cour en Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, Monsieur le Président, il y a une douzaine de ces réclamations-là qui sont actuellement pendantes devant les tribunaux et dans différentes juridictions à travers le Canada. Et au Québec, il y a 1 ou 2 causes de même nature. Mais le débat fondamental, c'est qu'il faut arrêter cette discrimination-là parce que je suis une Indienne qui marie un Blanc. Et le mot important, là, c'est le mariage, Monsieur le Président, parce que dans la loi sur les Indiens, on n'a jamais parler de couple. Donc, dans la loi sur les Indiens, si les personnes vivaient ensemble sans être mariées, c'était des enfants illégitimes. Et ce projet de loi C-3 qu'on étudie aujourd'hui ne vient pas régler la question. On parle toujours de mariage. Donc, je disais, à partir du moment donné où on est marié un Blanc avec une Indienne, OK, cette dernière perd tous ses droits. Et elle ne les retrouvera pas en vertu du projet de loi C-3.